Alors peut-être, voilà, prenez un micro. Peut-être d'abord deux mots de présentation, parce qu'effectivement, le président du Conseil économique, social et environnemental agit au Palais de Iéna avec tous ses conseillers, mais vous êtes moins familier des 20 heures du journal télévisé. C'est peut-être aussi d'ailleurs le positionnement du Conseil économique et social. Instituteur de formation, militant associatif d'abord. Vous avez été élu du mouvement mutualiste au niveau national depuis 2003. Vous avez été le président de la Fédération nationale de la mutualité française de 2016 à 2021. Et dans ce cadre, vous avez fondé le groupe Vive, que vous avez présidé de 2017 à juin 2021. Vous avez présidé aussi la MGEN de 2009 à 2017. Et vous voici donc depuis mai 2021 président de ce Conseil économique, social et environnemental. Voilà, les présentations sont faites. Et je le disais, cette assemblée qui est la 3e assemblée constitutionnelle du pays, un de vos prédécesseurs disait c'est l'assemblée du premier mot. Hein, c'est cela, et c'est la nécessité aussi de reconnaître le besoin de délibération dans notre République. Oui, ça marche tout seul, vous allez voir. Bonjour à toutes et à tous. Je veux d'abord remercier le président de l'UNCAS, cher Luc, de son invitation et vous saluer toutes et tous, mesdames et messieurs les élus et mesdames et messieurs les agents des CCAS. Ah oui, le CESE, en fait, c'est une 3e assemblée constitutionnelle, vous l'avez dit. Alors, on a conscience que médiatiquement, comme on dit, elle ne passe pas fortement la rampe, pas toujours médiatiquement, mais il faut dire qu'on a une qualité qui peut se retourner contre nous. Nous n'avons pas la culture du coup d'éclat. Nous n'avons pas le goût pour les petites phrases chocs. Nous préférons le travail en profondeur. Le CESE, c'est l'Assemblée de la société civile organisée, 82 organisations de la société française, des représentants des employeurs, tous les employeurs, du MEDEF aux artisans, des agriculteurs aux entreprises de services, des représentants de tous les salariés, tous les syndicats de salariés sont représentés, puis 2 derniers collèges, les grandes associations et ONG françaises, des associations avec lesquelles vous pouvez travailler régulièrement. Je crois que le président, tout à l'heure, dans son propos, a cité la Croix-Rouge. Le président de la Croix-Rouge siège au CESE, ATD Quart Monde, le mouvement... Voilà, on se souvient de l'appel, hein, justement, d'ATD Quart Monde contre la grande pauvreté. C'était le Conseil économique et social, c'était un avis très important, qui est resté historique. Exactement. Et puis, pour finir, aussi, des représentants du monde de l'environnement. Et vous avez dit assemblée du premier mot, c'est très important. Le CESE, c'est le C de conseil, ça veut dire qu'on est une assemblée consultative. Et moi, je reprends à mon compte cette idée de l'assemblée du premier mot. Ça signifie que le dernier mot, il appartient à celles et ceux qui ont la responsabilité de l'élection. Mais je pense que dans une démocratie moderne, la qualité du dernier mot, elle dépend beaucoup de la qualité des premiers mots. Et les premiers mots ne peuvent plus être délibérés dans les seuls murs, dans les seules enceintes de l'Assemblée. Et par notre expertise, par notre savoir d'expérience, nous contribuons à formuler des propositions dont nous pensons qu'elles peuvent être... Enfin, nous cherchons les conditions de l'acceptabilité des politiques publiques. Et le savoir d'expérience, l'expertise d'usage des membres du CESE est de ce point de vue un atout très important. Expertise d'usage, et ça fait écho au premier maître dont parlait Luc Carvounas. C'est cette façon aussi de prendre conscience de ce qui se passe sur le pays, dans le pays, sur l'état de l'opinion, mais au-delà de l'état de l'opinion, c'est aussi l'état tout court, l'état de la France. Chaque année, vous faites un rapport, et en octobre dernier, vous disiez que un nouveau signal criant qu'il est urgent de revoir notre culture, nos méthodes, nos pratiques, car un Français sur 4 a le sentiment de ne pas faire pleinement partie de la société. En vous entendant, je crois que c'est ce que vous vivez au quotidien. On est dans un pays qui est de plus en plus fracturé, polarisé. C'est comme si finalement nos concitoyens se retrouvaient dans des mondes à part, parfois sans plus aucune frontière commune. Ça, c'est en effet particulièrement préoccupant. Et je crois que c'est ce qui fait d'ailleurs que le CESE et l'UNCAS
ont beaucoup de sujets en commun, notamment la préoccupation sociale. Parce que nous considérons que pour faire société, il faut créer en permanence les conditions d'une société qui soit inclusive. Alors là encore, la formule, être la voix des sans-voix, dit-on, mais comment on s'y prend, comment on est à l'écoute et comment on permet cette expression citoyenne? Alors moi, quand j'observe je vais essayer de tisser quelques fils, des similitudes, me semble-t-il, entre l'UNCAS et le CESE. Moi, je suis très attentif à ce que vous faites. Vous êtes des acteurs de proximité, en proximité. Vous avez une expérience du vécu de nos concitoyens les plus fragiles. Et c'est à partir, j'allais dire, de ce savoir d'expérience que vous formulez des propositions en matière de politique publique. Le CESE, on raisonne un peu de cette façon-là. C'est-à-dire que les conseillers qui siègent au CESE ne sont pas des professionnels du CESE. Leur pertinence, elle tient au fait qu'à côté du CESE, l'agriculteur engagé dans un syndicat agricole ou dans une chambre d'agriculture, il est toujours dans son exploitation. Le chef d'entreprise engagé dans un mouvement d'employeurs ou dans une chambre de commerce et d'industrie, il est toujours dans son entreprise. Le syndicaliste également, le citoyen engagé dans son association l'est au contact quotidien des Français. Et c'est cette expertise d'usage, c'est ce savoir d'expérience qui, encore une fois, nous amène à essayer de proposer des politiques publiques dont on pense qu'elles pourront se déployer efficacement et toucher leur cible. Très honnêtement, on est dans un pays où on peut quand même discuter de la qualité de la délibération publique. Combien de lois, finalement, touchent assez peu les populations auxquelles elles s'adressent. Et pour ce faire, nous croyons que, puisqu'on parle beaucoup du dernier kilomètre des politiques publiques, nous considérons que le premier kilomètre des politiques publiques, il est aussi très important. Et nous croyons que les politiques publiques, notamment celles qui sont destinées aux populations les plus fragiles, elles doivent associer ces populations fragiles à la conception même des politiques publiques qui les concernent. Je vais vous donner un exemple. On a travaillé récemment sur des questions de fin de vie. La Première ministre à l'époque, Elisabeth Borne, nous avait demandé de constituer une convention citoyenne pour travailler sur les questions de fin de vie. On a tiré des citoyens en sort, mais on a tenu à ce que parmi ces citoyens, il y ait aussi certains de nos compatriotes qui soient les plus fragiles, les plus exclus. Et c'est par le canal d'ATD Quart Monde qu'on a, je mets des guillemets, recruté 8 de nos compatriotes en situation de grande pauvreté, de grande précarité, qui ont pu apporter, j'allais dire, leur concours à cette délibération collective. Pour moi, c'est très important, ouais, ce débat même si nos concitoyens sont nombreux, trop nombreux, à ne plus se déplacer tous les dimanches d'élection, ça ne signifie pas qu'ils se désintéressent des sujets qui les concernent. Au contraire, nos concitoyens veulent être acteurs des sujets qui les concernent. Et justement, tous nos concitoyens, et les plus exclus d'entre eux, et c'est vrai que quand on fait des enquêtes par téléphone ou par Internet, encore faut-il avoir ces outils numériques, ce n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est le travail du CESE d'aller dans la profondeur du terrain social. Et puis, vous évoquiez ces conventions citoyennes. Alors là, c'est un nouvel exercice pour votre Assemblée d'accueillir ce mode de démocratie participative, délibérative. Alors, vous avez raison, pardon pour l'expression que je vais utiliser, mais le CESE canal historique, c'est le travail des représentants des organisations de la société civile. Et puis, depuis une loi de 2021, ce travail, nous l'enrichissons de la participation de citoyens, je mets des guillemets, ordinaires. Alors, on le fait selon plusieurs modalités. Il y a la grande superproduction de participation citoyenne qu'est la Convention citoyenne. 185 citoyens tirés au sort pour venir réfléchir pendant 9 week-ends de 3 jours sur la question de la fin de vie. Mais au quotidien, nous associons des citoyens à nos travaux par des plateformes numériques, mais aussi par des ateliers dans les territoires, par des travaux délibératifs au CESE. C'est une mandature de 5 ans, elle s'achève dans une année. Au moment où je vous parle, plus de 45 000 de nos concitoyens ont travaillé avec nous au CESE.
Alors des avis récents hein, qu'il faut peut-être évoquer, un avis sur les droits sociaux en avril 23, en particulier sur la perte d'autonomie, hein, un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis l'effectivité des droits sociaux. Là, on est bien sur la démocratie sociale. Hein. Voilà, on est sur des sujets qui vous concernent au quotidien. Et pour travailler sur ces sujets, je veux le souligner ici et vous remercier de nous aider à bâtir nos avis. Vous venez d'évoquer la perte d'autonomie, la prévention de la perte d'autonomie. Dans nos dispositifs d'audition pour se forger un point de vue, on avait reçu la maire adjointe de Talence qui est venue nous faire part des expériences qui sont les vôtres. Et donc, on s'appuie très très souvent sur ce que vous faites. Et d'ailleurs, avec pour résultat, je le dis, notre conviction, c'est que nous saluons dans beaucoup de nos avis les travaux des CCAS. La ministre a évoqué presque l'épidémie de solitude, l'isolement. On salue très régulièrement les actions que vous menez en matière de lutte contre l'isolement, de convivialité, de prévention. On considère que les CCAS sont le bon niveau d'accompagnement des personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées fragiles. Là aussi, la ministre en a parlé. Et puis, vous apportez des réponses très concrètes, notamment des alternatives en proximité pour qu'on ne bascule pas dans le tout numérique. Bien sûr que le numérique est utile, mais on connaît la fracture numérique dans notre pays. Il faut pouvoir apporter des alternatives, et ça, vous le faites. Et puis, un travail de veille, j'allais dire, qui se passe au Palais d'Iéna, là, le siège du Conseil économique, social et environnemental, sur repérer des événements sur l'innovation sociale. Parce que, de toute façon, de tout votre parcours à la mutualité, et aussi sur l'innovation sociale. Oui, on va fêter ça a été dit, on va fêter les 80 ans de la sécurité sociale. Et nous, on essaie, j'allais dire, de réfléchir, on essaie de regarder loin, on essaie de réfléchir un peu de manière prospective. Et on avait, par exemple, beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé les politiques d'investissement social. Qui visent à agir très en amont pour éviter des dépenses futures. Les questions de prévention, notamment de ce point de vue-là, sont des questions très très importantes. On pense aussi, pour donner un exemple, il a été beaucoup question aujourd'hui, et c'est normal, de la question du vieillissement avec la société de la longévité et avec le mur démographique qui est devant nous. Mais n'oublions pas néanmoins que lorsque la Sécu a été créée, c'était nos concitoyens les plus âgés qui étaient les plus démunis, les plus fragiles, les plus pauvres. La Sécu, d'une certaine manière, elle a parfaitement réussi son rôle, puisque dans la société d'aujourd'hui, alors bien sûr, il faut faire attention à ce que je dis, mais c'est pour me faire comprendre, ceux de nos concitoyens qui sont les plus fragiles sont les plus jeunes. On peut parler de l'accès au logement, des plus jeunes, etc., de l'entrée de plus en plus tardive dans le monde du travail. Et donc, on essaie de regarder comme ça les grandes évolutions et de voir comment on pourrait réorienter nos politiques publiques. Alors, au début de notre entretien, nous, on ne fait pas la politique du coup d'éclat. Mais finalement, votre travail est assez ingrat. C'est très intéressant d'avoir fait cet exercice de pédagogie pour montrer le travail. Mais on le voit là, il y a encore quelques jours, en commission spéciale des députés sur le projet de loi de simplification, d'un coup de trait supprimer les Césaires, les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. C'est compliqué cette reconnaissance aujourd'hui avec la politique que vous évoquez du coup d'éclat, comment on est dans ce travail en profondeur, là aussi, c'est le mot que vous avez utilisé. Moi, je pense que ce qui parle pour nous sont les travaux que nous produisons. Je vais en dire un mot, puisque au début de notre entretien, vous avez évoqué un grand avis sur la pauvreté. En 1987, le père Wresinski, qui était le fondateur d'ATD Quart Monde, a publié on a produit autour de lui un grand avis au CESE sur la pauvreté, qui allait notamment déboucher en 1988 sur le RMI. Et d'ailleurs, qui a aussi, d'une certaine manière, influencé, quelques années plus tard, la création de la CMU qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2000.
87, l'avis de Wresinski. 1er janvier 2000, l'entrée en vigueur de la CMU. Ça veut dire que quand vous faites un travail de fond, souvent vous regardez des sujets en avance de phase, avant même qu'ils ne soient à l'agenda politique. Et donc, l'Assemblée du temps long. Voilà, et il faut accepter que ces travaux de fond, ils soient à infusion lente. Alors naturellement, dans le monde médiatique, où nous préférons le présent au futur, c'est difficile. Et quand je dis que nous préférons le présent, en réalité, c'est nous préférons maintenant l'instant avec le quart d'heure de gloire ou de haine médiatique qui va avec. Donc, on assume d'être l'Assemblée du temps long, et c'est vrai que les choses sont pas simples, parce que avec l'arrivée de Milei, de Trump, de Musk, on voit que la tronçonneuse semble devenue un outil politique qui a de plus en plus d'adeptes jusque dans notre pays. Entre nous, mes chers amis, si les politiques publiques trouvaient à atteindre parfaitement leur cible, ça se saurait. Si nos concitoyens, je fais une exception pour les élus locaux, si nos concitoyens considéraient que les parlementaires comprennent les problématiques des Français et que leurs délibérations sont de qualité, ça se saurait. On n'est pas tout à fait dans cette situation-là aujourd'hui. Donc moi, je crois à l'intelligence collective, je crois à la légitimité des élus. Ils ont le dernier mot, mais je crois que pour qu'ils puissent prendre des décisions de qualité, pour améliorer la qualité de la délibération publique, il faut associer en amont celles et ceux qui seront les acteurs de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et c'est vraiment ce que nous essayons de faire. Eh bien, merci Thierry Baudet, merci pour ce travail. On peut vous applaudir. Un dernier message peut-être que vous voulez porter aux congressistes de l'UNCAS ? Moi, le dernier message, c'est que je trouve que j'ai écouté ce que vous avez dit, tous les sujets sur lesquels vous travaillez. On a parlé de la pauvreté, mais vous avez aussi parlé, on a parlé de dépendance, vous avez parlé d'alimentation, vous avez parlé de logement. On travaille sur tous ces sujets-là. Moi, je me dis que finalement, l'UNCAS au CESE, ce serait pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en début de matinée,